Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on va plonger dans un outil qu'on utilise quasiment tous les jours et souvent sans même y penser, la traduction automatique. Absolument. Pour ça, on va s'appuyer sur un article vraiment passionnant de la linguiste Nathalie Kubler pour essayer de comprendre d'où ça vient, comment ça fonctionne vraiment, et puis la grande question, Est-ce que la machine va nous remplacer? est-ce que la machine parlera un jour toutes les langues mieux que nous? Voilà. C'est la question à 1 million, n'est-ce pas? On a tous cette expérience, on clique sur un site web et hop, comme par magie, une page en allemand ou en chinois apparaît en français. Un français plus ou moins compréhensible. On est d'accord. Voilà, c'est ça, plus ou moins. L'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer ce qui se passe derrière ce clic. On va remonter un peu aux origines qui sont assez surprenantes. D'accord. Ensuite, on verra les usages très concrets d'aujourd'hui, et puis on essaiera de voir où tout ça nous mène. Parfait. Alors allons-y. Les origines. J'avoue que j'ai été surprise en lisant l'article. Je pensais que c'était une invention d'Internet, mais non, pas du tout. Non, c'est bien plus vieux que ça. On est juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est fou. Et l'idée de départ est assez militaire, en fait. Il s'agissait d'appliquer les techniques de décryptage des codes secrets. Le code Enigma, ce genre de choses. Exactement. Appliquer ces méthodes à la traduction des langues. La langue vue comme un code à déchiffrer. C'est une métaphore puissante. Très puissante. Mais ce qui est encore plus fascinant, je trouve, c'est la lucidité des pionniers. Dès 1952, ils admettent que la traduction parfaite et entièrement automatique, C'est de la science-fiction. c'est de la science-fiction, voilà. Ils le disent eux-mêmes, ils savent dès le départ que la machine aura besoin d'aide, d'un humain pour, disons, préparer le texte avant. C'est la préédition. Et pour nettoyer après. Et pour nettoyer les erreurs après, la post-édition. Ils avaient conscience des limites. Ils étaient réalistes donc, mais ils se heurtaient aussi à la technologie de l'époque. On parle d'ordinateurs qui prenaient une pièce entière, avec une mémoire minuscule. Ridicule, oui. La première démonstration publique en 1954, c'est presque une blague vue d'aujourd'hui. Ils traduisent 49 phrases russes. 49. 49 phrases, oui. Triées sur le volet, évidemment, avec un vocabulaire de 250 mots. 250 mots. Mais c'est rien du tout. C'était un coup de com' en fait. Comme en pleine guerre froide. Il fallait montrer que l'Amérique est à la pointe. Mais, au-delà de la propagande, cette quête a eu un effet secondaire majeur. Lequel? Elle a complètement boosté la recherche en linguistique. Ah oui, c'est logique. Pour qu'une machine traduise, il faut lui apprendre la structure d'une phrase, et c'est là que les travaux de Noam Chomsky ou Lucien Tesnière sur la grammaire sont devenus fondamentaux. Ils ont fourni les plans, si vous voulez, pour que la machine arrête de voir une phrase comme un simple collier de perles. D'accord. Donc on a une phase d'expérimentation, un peu de frime géopolitique, mais qui fait avancer la science. Et puis, d'un coup, tout s'arrête. Le couperet tombe en 1966. Ce fameux rapport ALPAC. Un véritable mur. C'est une commission du gouvernement américain qui doit évaluer les progrès. Et le verdict est brutal. Qu'est-ce qu'il dit? En résumé, la traduction automatique est jugée plus lente, de moins bonne qualité et 2 fois plus chère que la traduction faite par un humain. 2 fois plus cher. Le rapport dit donc arrêtez les frais. C'est quand même incroyable. Ça veut dire qu'une technologie de pointe a été gelée pendant presque 10 ans, pas à cause d'un blocage scientifique, mais à cause d'un simple calcul de rentabilité de l'époque. C'est exactement ça. Ça montre à quel point l'économie et la politique peuvent mettre un coup de frein brutal à l'innovation. Le robinet des financements s'est fermé, net. Aux États-Unis, en tout cas. Aux États-Unis, oui. Heureusement, la flamme ne s'est pas éteinte partout. Pendant que les Américains boudaient le sujet, la recherche a continué ailleurs, sur des niches. Comme où, par exemple? Au Canada, par exemple, ils ont développé un système, TAUM Météo. Son seul but, traduire les bulletins météo entre l'anglais et le français. Ah, c'est malin. C'est un domaine très répétitif, avec un vocabulaire limité. C'est parfait pour une machine. Exactement. Et en Europe, les besoins étaient différents aussi. La Commission européenne, avec toutes ses langues officielles, Ils ne pouvaient pas attendre 10 ans. ils ne pouvaient pas se le permettre. C'est pour ça qu'ils ont adopté le système 630 dès 1976. Un système qui, même s'il a beaucoup évolué, est encore utilisé aujourd'hui. C'est cette persévérance qui a permis à la recherche de repartir dans les années 80. Et puis, le grand tournant. Internet. Dans les années 90, Sistran lance AltaVista Babelfish en 1998, et là, cet outil de laboratoire devient accessible à des milliards de gens. C'est ça. Et tout change, y compris la technologie derrière. On abandonne petit à petit les systèmes basés sur des règles de grammaire. Qui devait être un casse-tête à programmer? Un travail de linguiste énorme, oui. On passe à des approches statistiques,
L'idée est plus simple. On donne à la machine des millions de phrases déjà traduites par des humains, et par l'analyse statistique, elle apprend que tel mot en français a de fortes chances de correspondre à tel mot en anglais. C'est la naissance des géants qu'on connaît, Comme Google Translate? par exemple. Et aujourd'hui, le nouveau défi, c'est de passer du texte à la voix. L'interprétariat en temps réel, l'article mentionne des projets comme Tistar pour traduire les discours du Parlement européen. Là, la complexité est décuplée. Il faut reconnaître la voix, la transcrire, la traduire, puis la revocaliser. Le tout en quelques secondes. C'est le Graal actuel. Toute cette histoire nous montre bien qu'on est passé d'une curiosité de laboratoire à un outil mondial. Ce qui soulève une question. Moi, je l'utilise pour comprendre les paroles d'une chanson ou un menu au restaurant. Mais à un niveau professionnel, qui en a vraiment besoin et pour faire quoi au juste? C'est le cœur du sujet. L'explosion de l'info, la mondialisation. La pression est énorme. On ne peut plus tout traduire à la main. Le chercheur John Hutchins propose une typologie très utile en 4 grandes catégories de besoins. D'accord. La première, la plus exigeante, c'est ce qu'il appelle la diffusion. La diffusion. Donc là, on parle de produire des textes de très haute qualité pour la publication, des manuels techniques, des documents juridiques, des notices de médicaments. C'est ça, des cas où l'erreur est interdite. Et là, j'imagine que la machine seule ne suffit pas. Jamais. Non, elle s'intègre dans une chaîne de production. Première étape, la préédition. On prépare le texte pour la machine. Attendez, ça me semble un peu contre-intuitif. On doit simplifier un texte pour une machine, quitte à perdre de la richesse avant même que la traduction commence. Ce n'est pas déjà une forme de perte? C'est une excellente question. Et dans ce contexte très précis, la réponse est oui. On utilise ce qu'on appelle un langage contrôlé. Dans l'aéronautique, par exemple, les manuels de maintenance sont rédigés avec une syntaxe et un vocabulaire volontairement limités, Pour éviter toute ambiguïté? pour éviter toute ambiguïté, pour les humains et pour la machine. On sacrifie clairement le Steve à la sécurité. D'accord, je vois. C'est un cas très spécifique. Donc après avoir préparé le texte, on le donne à une machine, mais pas n'importe laquelle, j'imagine. Non, on utilise une machine qu'on a personnalisée. C'est la deuxième étape. On la nourrit avec des dictionnaires, des terminologies du domaine. L'exemple du Red Hat Cookbook dans l'article est parfait pour ça. Racontez. Bon, si vous donnez Red Hat Cookbook à un traducteur automatique standard, il va vous sortir Cookbook simple pour le chapeau rouge. Ce qui ne veut rien dire. Rien du tout. Mais si vous activez un dictionnaire spécialisé dans l'informatique, le même moteur va traduire recette simple pour l'installation Red Hat. Ah oui, d'accord. On passe du non-sens total à une traduction parfaite. Simplement parce qu'on a appris à la machine que Red Hat n'est pas un chapeau. C'est la preuve que sans contexte, la machine est perdue. Et j'imagine qu'il y a une troisième étape, la plus importante, la relecture humaine, la post-édition. C'est indispensable. Parce que même avec tout ça, la machine fait des erreurs. L'article en cite 2 types qui sont très parlants. Le premier, c'est la surgénéralisation. La machine apprend une règle et l'applique partout, bêtement. C'est-à-dire? Par exemple, elle a appris que specific individuals se traduit souvent par les individus spécifiques. Mais dans la phrase decoded by specific individuals, il faudrait dire décodé par des individus spécifiques. La machine ne saisit pas cette nuance. D'accord. Et la deuxième erreur est encore plus spectaculaire. C'est quand la machine se trompe complètement sur la structure de la phrase. C'est ça. L'exemple est the light passing through it, donc la lumière qui le traverse. La machine, elle, analyse mal et sort Quoi? le dépassement léger par lui. Le dépassement léger par lui. Non mais c'est presque de la poésie surréaliste. Ça ne veut absolument rien dire. C'est l'opposé. L'assimilation. Ou la veille, oui. L'objectif n'est plus la qualité, mais de piger en 30 secondes de quoi parle un texte dans une langue qu'on ne connaît pas. C'est notre usage à tous, en fait. Et c'est un besoin qui n'existait quasiment pas avant Internet. C'est vrai ça. Jamais je n'aurais payé un traducteur pour avoir une version approximative d'un forum en japonais. Là, c'est un clic. L'exemple du site de Sarah Bruck est parfait. Le français est bancal. On lit nouveau culture désert. Non culturel choisi. C'est un peu rude, oui. Mais on comprend l'essentiel. Une personne a été élue, l'info est passée. Et ça n'enlève aucun travail au traducteur humain. Aucun. Après, il y a 2 autres catégories plus rapides. Les échanges, typiquement pour un mail interne dans une multinationale, et l'accès de type base de données, où on s'en sert comme d'un super dictionnaire. Ce tour d'horizon montre bien qu'il n'y a pas une traduction automatique, mais des usages très différents. On va du simple dégrossissage à l'outil d'assistance ultra spécialisé. C'est ça. Ce qui nous amène à la question de l'avenir. Comment on va plus loin? Et comment le métier de traducteur s'adapte?
Une des grandes évolutions, c'est de sortir du modèle de la boîte noire. Aujourd'hui, on donne un texte à un outil en ligne, il nous ressort une traduction. Et c'est tout. Le futur, c'est l'intégration. La TA devient une brique dans le logiciel du traducteur. D'accord, donc dans son interface, quand il arrive sur une nouvelle phrase, le système pourrait lui proposer plusieurs choses. D'abord, ce que dit sa mémoire de traduction, Si un segment similaire existe déjà, oui, et en parallèle, une suggestion brute de la traduction automatique. précisément. Et le traducteur, en une seconde, il peut choisir, mixer les deux, corriger la proposition de la machine. Il n'est plus face à une page blanche. La machine fait le premier jet, le défrichage. Et l'humain se concentre sur la partie noble, la validation, la réécriture, l'amélioration du style. Tout à fait. Ça change complètement le débat. On n'est plus dans l'humain contre la machine, on est dans la recherche du bon curseur sur un continuum. À une extrémité, la traduction 100% humaine pour un poème, Et à l'autre, la traduction 100% machine pour faire de la veille sur des millions de tweets. Et entre les deux, toutes les combinaisons possibles. c'est ça. Le travail du traducteur se déplace. Il passe moins de temps sur des tâches répétitives et plus sur des activités à haute valeur ajoutée. Il devient un chef d'orchestre. J'aime bien cette idée. L'article se termine sur une analogie pour illustrer ce changement de rôle. Je l'ai trouvée très, très parlante. L'analogie du moissonneur, oui, elle est de Nathalie Kubler et elle est excellente. Le moissonneur d'autrefois, il utilisait une faucille, un travail long, pénible, Manuel. très manuel. Aujourd'hui, il pilote une moissonneuse-batteuse surpuissante, climatisée, guidée par GPS. Est-ce qu'il fait encore le même métier? Non, Mais il est toujours moissonneur. absolument. Il atteint le même objectif, mais bien plus efficacement. Il se concentre sur le pilotage, la stratégie. Le traducteur est donc ce pilote. C'est lui qui décide quelle machine utiliser, sur quel type de champ et à quel moment il doit reprendre la main. Il reste le maître à bord. Il le doit. Il doit rester le maître, car la machine, aussi puissante soit-elle, a des angles morts fondamentaux. En résumé, ce qu'on a vu est assez clair. L'histoire de la traduction automatique, c'est une véritable épopée technologique, faite de faux départs, de rivalité et d'une accélération folle avec le numérique. On a vu ensuite que ce n'est pas un outil unique, mais une boîte à outils, avec des solutions pour des besoins très différents, de la simple compréhension en diagonale à la production de documents de haute qualité qui, elle, exigent toujours une forte supervision humaine. Et finalement, on comprend que l'opposition frontale humain contre machine est un débat un peu... Dépassé. La vraie question, c'est celle de la collaboration. Le traducteur devient cet artisan moderne qui utilise des outils pour se concentrer sur ce que lui seul peut faire. Ce qui nous amène à une pensée pour conclure. La technologie devient de plus en plus forte pour gérer le quoi, c'est-à-dire les mots, la syntaxe, la terminologie. La machine est une experte du littéral. D'accord. Par conséquent, la valeur ajoutée de l'humain, son rôle vraiment irremplaçable, se déplace de plus en plus vers le pourquoi et le comment. C'est-à-dire, Pourquoi ce texte a-t-il été écrit? Pour vendre, pour informer, pour émouvoir? Et comment va-t-il être perçu par un lecteur d'une autre culture, avec d'autres références? Ces questions sur l'implicite, l'humour, l'ironie, l'adaptation culturelle, ça, la machine ne peut pas le saisir. pour l'instant en tout cas. Pour l'instant, elle ne lit pas entre les lignes. Non. La technologie ne remplace pas l'expertise. En fait, elle la pousse à se concentrer sur ce qu'il y a de plus humain.